Ben, merci beaucoup, David. Et puis, avant toute chose, meilleurs vœux à tout le monde à l'occasion de cette nouvelle année qui commence. Un grand merci aussi à Blockchain HEC pour l'invitation. Et aussi, vous le savez, ça me tient à cœur. Bravo pour tout ce que vous faites, qui est absolument nécessaire et utile au renforcement de notre bel écosystème blockchain, qui a un bel avenir devant lui. C'est un fait, mais qui nécessite encore qu'on explique énormément ce qui s'y déroule, son utilité, les différents projets. Et je sais que vous faites un effort énorme pour contribuer précisément à cette compréhension auprès de la communauté. Donc voilà, bravo et merci pour votre engagement. Alors, ben, on est là pour parler de Le Gun. Je vais un petit peu vous expliquer précisément comment ce projet et comment ce réseau est né. Comme on vous l'a expliqué, à l'origine, moi, je viens du secteur de la justice, mais pendant plus de 20 ans, j'ai contribué aussi au développement de la communauté open source Linux, donc ce système d'exploitation libre. Et c'est précisément, en fait, via la communauté et le développement d'écosystèmes Linux que j'ai été mis en contact avec la technologie blockchain. Une première fois en 2013, mais c'était l'ère de Bitcoin et je vous avoue que je n'ai pas spécialement d'affinité pour la matière financière. Et puis, la blockchain est à nouveau revenue dans mes radars en 2016, mais là, la configuration avait véritablement changé puisque en 2016, Ethereum avait été lancé et par-dessus la technologie blockchain, on parlait déjà beaucoup en fait des smart contracts et de leur potentiel. Et c'est véritablement à ce moment-là que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, j'ai envie de m'engager dans cette voie. Alors, on est fin 2016, début 2017, j'ai tenté quelques projets, notamment dans le secteur de la musique tech, avec déjà l'envie de réorganiser les chaînes de valeur pour permettre aux artistes de mieux gagner leur vie en étant rémunérés plus directement par des players qui supporteraient un modèle de tokenomie qui permettrait un typage et une rémunération directe des œuvres. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très, très difficile de percer, on va dire, dans la matière parce que sous nos latitudes, début 2017, la blockchain n'était pas considérée comme une technologie avec un potentiel d'avenir. Elle n'était pas du tout comprise. On voit encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais pensez quand même en 2017 quel était l'état d'esprit des gens par rapport à cette nouvelle technologie. Elle n'était pas comprise, elle n'était pas considérée comme étant quelque chose dans lequel il fallait véritablement s'engager. Alors, il faut bien l'admettre, les projets dans lesquels on a voulu se lancer ont été difficiles à porter. On a malheureusement dû les abandonner, mais moi, je ne voulais vraiment pas baisser les bras, donc je me suis accroché. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi véritablement de me former au codage, à la compréhension d'abord de la technologie, à la compréhension des smart contracts aussi, c'était vraiment important, mais aussi à leur codage. Et au cours de cette formation, j'ai appris ce qu'était la DeFi. Au tout début, fin 2016, début 2017, je ne connaissais pas ça du tout. J'ai appris ce qu'était la DeFi et j'ai voulu m'y intéresser. Je me suis dit, ce sera vraiment une très très bonne école finalement pour essayer de d'appliquer ce que j'avais appris au cours de mes différentes formations blockchain. Et c'est par la DeFi finalement que le projet Le Gun, que les premières idées autour du projet Le Gun sont nées. Il y avait ce parcours juridique. Je me retrouvais dans un environnement où finalement on échangeait de la valeur, on contractualisait, on peut le dire, parce que on s'engageait nous-mêmes en fait finalement dans des protocoles financiers avec des espoirs, des échanges, des partages communautaires. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était finalement sans la moindre garantie. J'en ai aussi, je m'en suis rendu compte aussi parce que j'en ai fait les frais, ce qui était normal. On était là aussi pour essuyer les plâtres.
mais on se rendait bien compte que quand incident il y avait, et il y a encore pas mal d'incidents aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en 2017, début 2018, des incidents, il y en avait régulièrement. Les protocoles financiers fleurissaient finalement comme des fleurs au printemps, c'est le cas de le dire, et pas toujours avec le même objectif de sécurité, le même objectif de quand même onboarder la communauté dans des conditions d'utilisation qui étaient suffisamment confortables, de sorte que on a vraiment été confronté à énormément de difficultés. Le souci, c'est que quand vous êtes précisément, vous évoluez dans un système tel que celui-là, mais en cas de problème, vous n'avez personne en fait vers qui vous retournez. Ça a été mon cas et je vous avoue que j'ai quand même déjà tenté ma chance en me disant, mais enfin, moi je n'y suis pour rien, j'avais mis à disposition des tokens, j'ai contribué à ce protocole, on sait qui sont les développeurs, un problème a été clairement identifié, ils doivent faire quelque chose pour nous. Et la seule réponse qu'on avait à ce moment-là, c'est mais non, désolé, vous le savez, c'est de la DeFi, c'est de la blockchain, vous êtes votre propre banque, donc vous assumez finalement vos propres responsabilités. Et à force précisément d'essuyer et d'être confronté à ce type de problématique, je me suis dit, mais on n'arrivera jamais à onboarder des personnes qui ne sont pas déjà qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui ne sont pas formées, qui ne sont pas en confiance dans des choses aussi délicates que celle-là. Or, j'ai été fondamentalement convaincu par ce qu'on était encore en train de construire. Je le fais encore plus aujourd'hui, mais je l'étais déjà à ce moment-là. Je croyais, mais profondément et sincèrement, en fait, dans la nécessité de réorganiser l'Internet, le web, les chaînes de valeur d'une manière beaucoup plus décentralisée, transparente, plus directe aussi, de sorte que chaque utilisateur puisse prendre part à un moment donné plus directement à une opération. Pas seulement une opération de DeFi, mais aussi une opération de gouvernance, comme on le dit ici, comme on vient d'en parler ici, mais aussi à d'autres choses qui... Il y a un problème? Ah, pardon, pardon, David. Je voyais que tu me faisais des signes, donc je me dis peut-être un souci quelque part dans le live. Et donc, non, tout va bien. Donc, effectivement, euh, je me disais, pour des personnes qui n'ont pas finalement ni la compréhension, ni l'envie, qui ne sont pas armés, ça n'a rien de péjoratif, ce sera définitivement impossible. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à penser au projet Le Gun. Comme je venais du secteur judiciaire, je me suis dit, et très souvent, on l'entendait et on échangeait là-dessus dans l'écosystème blockchain, avec cette volonté de dire, oh, on ne veut plus du système actuel, ce que Bitcoin ne voulait plus non plus. Bitcoin ne voulait plus des institutions, la communauté Bitcoin ne voulait plus des banques, la communauté Bitcoin ne voulait plus des institutions d'une manière générale. Dans Ethereum, c'était un petit peu pareil. On avait tendance à dire, ben, on va tourner le dos à tout et on va recréer quelque chose de neuf qui sera mieux. C'est là probablement que moi j'étais moins convaincu et que le raisonnement s'est fait un petit peu différemment, on va dire, de la majorité. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi finalement vouloir tourner le dos à tout? C'est clair que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui nous déçoit très probablement et déçoit un certain nombre de personnes. Moi, j'avoue que le mode de fonctionnement actuel, on va dire, de nos institutions, de notre économie, de la finance, et même de la gouvernance, de la démocratie d'une manière générale me déçoit. Mais de là à dire que rien de bon n'a été fait, non, je suis moins d'accord. Justement, je pense qu'il y a des choses qui sont très bien, en fait, qui ont été mises en place dans le monde réel aujourd'hui et qu'on peut réutiliser très intelligemment, mais différemment. C'est ça qui est important. Reprendre cette expertise, parce que c'est toutes ces années, en fait, qui nous amènent, en fait, à ce qu'on est aujourd'hui, sont des années d'expérience, sont des années d'expertise qu'on peut récupérer, dont on peut récupérer énormément de bonnes choses, finalement, à mettre au profit de l'édification de nos nouveaux écosystèmes. Où, évidemment, je suis parfaitement en raccord avec l'état d'esprit de la communauté blockchain, c'est qu'elles ne peuvent plus être utilisées et exploitées de la façon dont elles le sont dans le monde réel.
on reprend les compétences, on reprend l'expertise, mais on les réorganise finalement de sorte de les intégrer à des chaînes qui soient totalement transparentes, décentralisées, traçables. Et le Gun est né ainsi. Le Gun, je me suis dit, mais j'ai travaillé dans ce monde judiciaire où on a quand même des gens qui sont indépendants, dans lesquels on a confiance. Quand on pense au notaire, j'ai quand même posé la question à plusieurs reprises à des personnes avec lesquelles j'ai échangé à propos du projet Le Gun, et je leur ai dit, mais quand vous achetez une maison, est-ce que vous arriveriez quand même à concevoir de l'acheter finalement sans passer par un notaire? Et quand vous passez chez un notaire, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on vous roule dans la farine? Ou que finalement, ben, votre transaction, elle passe dans une black box et que quelqu'un est en train de vous manipuler? Ce n'est pas le cas. Les gens ont encore confiance finalement dans ces personnes qui sont les garants de leurs droits, qui veillent aussi au respect de certaines obligations, mais qui le font. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qu'il faut accepter à un moment donné, qu'ils le font bien parce que ce sont des humains qui se sont engagés, mais qui se sont engagés par rapport à un cadre légal et à un cadre déontologique extrêmement strict. Ils se sont dit, nous sommes des personnes assermentées, nous nous formons finalement pour développer des compétences très spécifiques, parfois avec une force probatoire, une force que l'appareil étatique, l'appareil judiciaire va reconnaître et qui est supérieure à d'autres personnes, on va dire, de la société, mais précisément parce qu'elles sont encadrées, parce qu'elles ont été formées et parce qu'elles ont accepté à un moment donné de dire, moi, je respecterai finalement des règles de droit et je respecterai aussi les droits de toutes les parties avec lesquelles je serai en relation dans le cadre d'une opération. Et c'est là que je me suis dit, mais ce serait absolument finalement génial de pouvoir profiter de cela dans ce qu'on est en train de construire dans nos écosystèmes blockchain autour des différentes transactions qui sont mises en place, que ce soit celle de la DeFi, que ce soit celle de la tokenisation, que ce soit celle de la gouvernance aussi, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, ben voilà, des, pour les personnes qui ne connaissent pas les opérations et qui ne connaissent pas notre environnement, qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'on est en train de construire, de se dire, OK, derrière, j'ai quelqu'un quand même qui va sécuriser l'opération, quelqu'un que je connais. Voilà. C'est un point de repère, c'est une ligne d'horizon, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui vient du monde réel. Et moi, ça me rassure. Et même si je comprends pas tout, au moins il est là. Et en cas de problème, je sais vers qui me retourner. Et ça m'a paru véritablement essentiel. Non seulement peut-être pour rendre les utilisateurs plus confort, pour démystifier aussi un petit peu la matière. Parce que finalement, quand on a un interlocuteur qui s'est engagé dans un protocole blockchain d'une manière générale, on va avoir un raisonnement assez naturel et ça me paraît légitime de se dire, bon, bah, si le notaire le fait, bon, le notaire, c'est quand même pas n'importe qui, il ne l'a pas fait à l'aveugle non plus, il a réfléchi, il s'est renseigné, et je peux vous dire que c'est le cas. On n'a pas encore onboardé dans le réseau Le Gun précisément parce que nous travaillons avec des huissiers, nous travaillons avec des notaires, des personnes qui n'ont pas posé énormément de questions sur ce que nous faisons, que du contraire. Ils se renseignent, ils ont envie de savoir où ils mettent les pieds et c'est bien légitime. Ils ont envie de savoir comment ça fonctionne et dans les détails, s'il vous plaît, et surtout être certain à un moment donné que ce qu'on est en train de mettre en place va être parfaitement compliant avec les règles auxquelles ils demeurent soumis, auxquelles ils sont soumis et demeurent soumis dans le monde réel, parce qu'ils ne se sont pas détachés de leur cadre légal, ils ne se sont pas détachés de leur cadre déontologique. Et finalement, à force, le Guion est né comme ça. J'ai commencé à discuter, j'ai trouvé quelques officiers publics et ministériels, parce que dans le domaine juridique, c'est ainsi qu'on les qualifie. Donc, ce sont des personnes, en fait, du monde juridique qui exercent, c'est un très beau mot, une partie de l'impérium public. Donc, c'est-à-dire auquel l'État de droit a dit, ben, on vous donne une partie de notre force et vous avez la possibilité à un moment donné précisément de l'exercer parce qu'on vous fait confiance et parce que vous le ferez dans un cadre donné. Et donc, il a fallu évidemment que je contacte quelques officiers publics et ministériels. C'était il y a maintenant, c'est
on est à peu près à 3 ans que j'ai commencé à discuter un petit peu avec ces premières personnes qui sont là aujourd'hui dans le Gun et que j'ai commencé à leur expliquer, ben, voilà ce qu'est la blockchain. Euh, Moi, je pense que vous avez un rôle à y jouer. Je leur ai expliqué la DeFi, je leur ai expliqué ce qu'on est en train de construire parce qu'on parlait vraiment beaucoup de DeFi à ce moment-là. C'est pas que je fasse véritablement un focus là-dessus, mais quand le Gun est né, quand les premières relations ont été mises en place, on en était vraiment, on baignait dans un écosystème de la DeFi. Et donc, il a fallu que je leur explique, ben, voilà comment ça fonctionne et voilà en fait comment je vois la façon dont vous pourriez réorienter les compétences que vous exercez au quotidien dans le monde réel au profit de cette communauté. Et alors, petit à petit, on a réfléchi ensemble et régulièrement, en fait, le Gun est passé à la moulinette. On a, comme tout projet, on a pensé d'abord que c'était bien de partir dans une direction où la blockchain serait mise au service des professionnels, mais chaque fois, j'ai vraiment eu envie plutôt de leur dire non. J'ai envie, et c'est à ça qu'on en est arrivé, de vous aider finalement à vous réinventer dans un nouvel environnement qui est en train de se construire, d'avoir peut-être une seconde vie, c'est vraiment le cas, de continuer à exercer votre ministère, parce que c'est aussi ainsi qu'on le qualifie dans le monde réel, d'exercer votre ministère dans le monde réel, vous avez l'obligation de le faire et de garder ce pied bien enraciné précisément dans la réalité, de continuer à améliorer vos compétences, mais de commencer aussi à les penser dans un monde digital et voir comment, précisément, vous pourriez être particulièrement utile au renforcement de ce nouveau monde digital. Alors, avec Logan au début, on était parti, on a réfléchi, il a fallu qu'on onboard de plus en plus finalement de ces officiers publics et ministériels pour réfléchir ensemble. On a eu différents modèles et puis euh, on était à l'été 2019, on a commencé à être assez clair en fait sur le fait à un moment donné que on allait pouvoir, on avait identifié clairement des compétences qu'on allait pouvoir assez simplement mettre à disposition cette fois-ci de l'écosystème blockchain d'une manière générale. C'était des compétences en fait qu'on qualifie de séquestre dans le monde réel. Euh, le séquestre, en fait, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, peut conserver de la valeur pour autrui, mais à la différence d'un agent de confiance, qu'on appelle un agent custody, un custodian agent, le séquestre évolue à nouveau comme ces personnes dans un cadre légal extrêmement strict, de sorte que quand il prend en gestion finalement les actifs d'un tiers ou qu'il sécurise les actifs d'un tiers, ces actifs sont protégés par la loi. Quand un agent de confiance le fait, les actifs ne sont pas protégés par la loi. Et c'est fondamentalement différent. Et là, on s'est dit, et ça veut dire que nous, finalement, on va pouvoir potentiellement gérer des actifs digitaux, gérer des relations entre des actifs digitaux et des actifs du monde réel euh, dans le cadre du séquestre légal. Et on a pensé à ça, on s'est dit, c'est quand même fou à ce moment-là parce qu'on en était là. C'était le moment des stablecoins aussi. En 2019, on se posait aussi beaucoup de questions sur ces stablecoins, et notamment, pour ne pas le citer, du Tether USD, donc de l'USDT, parce que tout le monde se disait, mais on a créé ce stablecoin adossé au dollar, mais qui garantit finalement que la réserve existe? Et nous, là, on s'est dit, ben, nous, précisément, en fait, on pourrait garantir avec notre réseau d'officiers publics, on pourrait garantir l'existence de cette réserve, on pourrait aussi la séquestrer pour la protéger, mais on pourrait aussi la séquestrer en mode décentralisé. On n'est pas obligé, en fait, d'avoir toutes les garanties, les contreparties garanties de ce stablecoin au même endroit. On pourrait envisager de les mettre à différents endroits, de les gérer de manière décentralisée, de les gérer de manière transparente, de les gérer, de permettre l'audit en permanence. Et on a commencé à raisonner ainsi. On s'est dit, ben, tiens, ça, on pourrait jouer un rôle. On pourrait jouer un rôle aussi, parce qu'on était à ce moment-là dans l'émergence des wallets multisign. Au début, quand j'ai commencé la blockchain, un wallet, c'était on est sa propre banque, on gère soi-même. Et là aussi, très vite, j'ai pensé, je me suis dit, mais les wallets multisign, c'est génial, hein. Donc entendez-moi bien, et ce qui se développe sur le marché est absolument génial. Mais
si vous devez choisir finalement un co-signataire, comment est-ce que vous allez le choisir? Un ami, une épouse? Moi, je vous avoue, et je ne suis pas le seul, j'adore mon épouse, j'adore mes amis, mais on n'est jamais à l'abri d'un changement, de direction du vent. Parce que quand à un moment donné, ces personnes qui ont toujours été vos amis se rendent compte que potentiellement ils vous aident à sécuriser des actifs digitaux qui atteignent un certain montant, leur état d'esprit peut changer. Alors, quelque chose de très important aussi, ces amis, hein, ils peuvent avoir un accident, et s'ils ne sont plus, beh, la protection n'est plus non plus. Et là, je me suis dit: «Mais on peut pas, en fait, demander aux gens», enfin si, on peut le faire, mais moi, je serais jamais confort, en fait, finalement, de sécuriser des actifs digitaux de cette façon-là. J'ai pas envie de le faire avec ma banque non plus, j'ai plus envie de travailler avec les banques et j'ai encore moins envie de le faire aujourd'hui. Ça, ma conviction est vraiment très forte. Mais là, pourquoi ne pas demander à un moment donné à ces gens de confiance, des notaires, des huissiers, des avocats notaires, d'être des agents totalement neutres, indépendants, autonomes et qui seront toujours soumis à un cadre légal extrêmement strict, de sorte que quand ils jouent le rôle de séquestre, ils ne vont pas pouvoir dire à un moment donné: «Ah non, hein, les conditions ont changé, donc moi finalement je suis plus d'accord de signer, je suis plus d'accord de sécuriser». Non, ce sont des gardiens institutionnels et toujours dans le même esprit. On est décentralisé, vous pouvez les choisir, vous pouvez les prendre dans n'importe quel pays, vous pouvez changer. Et si à un moment, et eux, ils disparaîtront pas. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, ça c'est vrai pour eux aussi, si l'un d'eux disparaît, ben, les autres restent. Il faudrait véritablement une catastrophe pour que le système soit mis en difficulté. Donc on a commencé à se positionner aussi sur cette matière-là, d'une manière très concrète. Et puis, on est arrivé aussi à une autre conclusion, mais celle-là, je vous avoue qu'on l'exploite moins aujourd'hui, parce que j'en reviendrai vraiment à la toute fin sur ce sur quoi le Gun va clairement faire focus dans les mois et les années qui viennent. Mais je vous avoue qu'à un moment donné, on a eu aussi un positionnement sur le fait que, et vous devez vous souvenir de ça aussi, on a beaucoup parlé à un moment donné après de la blockchain comme un nouveau moyen de preuve. On a dit, ça y est, c'est le moyen de preuve. Mais nous, on se rendait compte comme juristes que non, la blockchain n'est pas un moyen de preuve supérieur aux autres moyens de preuve. Pour qu'à un moment donné, la blockchain fasse foi et ait ce qu'on appelle aussi en langage juridique une force probante supérieure, mais il faut que le législateur la lui reconnaisse. Donc une loi la lui reconnaisse. Si c'est pas une loi, il faut au moins que la justice la lui reconnaisse. Ça, c'est la jurisprudence. Alors qu'à un moment donné, plusieurs juges vont se dire, bah, tout compte fait, nous, on s'est rendu compte que la blockchain, c'était vraiment très bien. Et donc, on a décidé à un moment donné que la blockchain, c'était un niveau de preuve suffisant. Quand quelqu'un nous amène un certificat, c'est incontestable, à moins qu'on s'inscrive en faux contre ce certificat. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Et c'est un processus qui va être relativement, à mon avis, long. Et donc, nous, on s'était dit, mais on pourrait créer une infrastructure précisément où nos notaires, nos huissiers seraient les maîtres du jeu, en quelque sorte, de sorte qu'ils puissent, une fois que des opérations se déroulent sur cette blockchain, dresser des constats de ces opérations. Alors, on créerait alors le bridge, finalement, avec le monde réel, où pas besoin de preuves, pas besoin de constats. Donc, on ne voulait pas pousser des constats à tout prix, mais à tout le moins, on aurait créé un environnement où on aurait pu se prévaloir du fait de dresser des constats qui, eux, sont reconnus par la loi. Le législateur et la justice auraient permis, en cas d'incident aux gens, de dire, ben, moi, j'ai demandé à un huissier de dresser le constat de l'opération, donc je vous amène un acte authentique qui prouve bien que ceci a été fait sur la blockchain. Et si vous n'êtes pas content, si vous voulez le contester, vous devez vous inscrire en faux contre cet acte authentique, ce qui est extrêmement complexe à faire. Mais je vous avoue qu'on n'a finalement pas vraiment percé dans cette voie-là parce que ouais, c'est un peu aussi la passion de l'entrepreneur. Moi, quand je me suis engagé dans la blockchain et aujourd'hui, à plus forte raison, après des années, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment envie d'être orienté vers plutôt de positionner le projet pour qu'il serve le développement de la communauté blockchain. Et là, j'avais pas vraiment l'impression en fait de servir la communauté blockchain. Alors, la fonctionnalité, elle existe toujours et elle existera toujours dans le gain et elle servira peut-être un jour, cette possibilité de faire de l'ancrage quelque part, tout en sachant que en cas de souci, on pourrait obtenir un acte authentique qui authentifierait les opérations qui ont été faites dans notre écosystème. Mais clairement, ce n'est pas là-dessus en fait que le gun va faire focus.
pour les mois et les années qui viennent. Clairement, aujourd'hui, je crois qu'après des années, des mois de réflexion, les échanges qu'on a eus avec la Web3 Foundation, les échanges qu'on a eus avec la communauté blockchain, et il faut le reconnaître, majoritairement la communauté Polkadot, le grant qu'on a obtenu aussi récemment auprès de la Web3 Foundation, qui a nécessité aussi d'avoir des échanges avec eux pour expliquer un petit peu quel était notre positionnement, parce qu'un grant, ce n'est pas seulement ah ben votre code est beau, on va vous allouer finalement une récompense. Non, un grant, c'est on voudrait comprendre votre projet, on voudrait surtout voir en fait en quoi ça va servir à l'édification de l'écosystème blockchain. C'est ça que la Web3 Foundation reconnaît quand elle octroie un grant à un projet. Et donc à force finalement de réflexion et d'échange, on s'est dit clairement en fait notre positionnement premier et probablement le plus utile, il est sur le domaine de la certification. Et on a identifié des éléments, en fait, des processus dans lesquels on pourrait être véritablement utile. C'est la matière des NFT, c'est la matière, à un moment donné, et on y était déjà avant, j'en ai parlé, de toutes ces opérations euh, qui mettent en jeu des actifs digitaux. Je vais légèrement les détailler après. Et potentiellement aussi, et c'est ce qu'on a créé à un moment donné, la possibilité de faire de recouvrer des actifs digitaux alors qu'on les gère soi-même, avec la possibilité d'avoir de la part de Logan une aide sur leur sécurisation, mais la certification que la personne qui va les récupérer après qu'elles aient été perdues est la personne qui en était bien le titulaire. Alors, que va faire Logan dans les mois qui viennent? Clairement, on est en train de travailler sur un projet qui nous paraissait essentiel. Euh, on voit beaucoup fleurir maintenant, on aura parlé de pas mal de choses, on a parlé de DeFi, on a parlé de multisite, on a parlé d'ancrage. Aujourd'hui, clairement, en fait, on voit beaucoup fleurir et c'est très bien parce que c'est une très, très belle matière. Et NFT. Les NFT, pour moi, c'est un outil génial parce qu'il faut quand même vraiment se rendre compte qu'à un moment donné, ce petit actif digital qu'on va pouvoir gérer chacun chez soi avec son wallet peut être porteur de droits sur des choses bien concrètes et bien tangibles. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce à quoi on veut contribuer précisément dans le Gun. Euh, on est en train de travailler sur la mise en place d'un process qui va certifier avant la création du NFT le cadre économique, le cadre légal et le cadre de valeur qui sera transposé précisément dans ce NFT. Le NFT ensuite sera relié à un certificat qui est anonyme, donc on n'expose pas de données privées, donc on peut même anonymiser les artistes, on peut anonymiser toutes les parties prenantes, elles ne prennent que la forme d'un hash, mais ce certificat va quand même attester que le token porte bien des droits, par exemple, de propriété ou d'exploitation complète sur l'œuvre à telle, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit du monde réel. Et si à un moment donné, problème il y a, les gens sauront, et c'est là finalement la fonctionnalité de Logan, que derrière ce certificat totalement anonymisé, il y a des contrats, il y a eu tout un process en fait légal qui a permis le transfert du cadre économique, du cadre légal et de la valeur du token dans le dit token. Et si problème il y a, ils peuvent revenir vers nous, à nouveau dans un cadre légal extrêmement strict. On ne va pas dévoiler ces informations-là au premier venant, ça va de soi. Mais si à un moment donné, on se retrouve dans une problématique juridique et qu'un juge nous ordonne de communiquer des informations pour bien prouver les droits d'un token dont une personne est titulaire, on sera en mesure de le faire. Et donc, on va contribuer finalement à la création de NFT qui sont certifiés par des méthodes du monde réel, de sorte que ceux-ci soient véritablement les plus forts. Ensuite, et c'est vraiment typique à l'écosystème Polkadot, vous le savez que le but à un moment donné d'écosystèmes comme Polkadot, comme Cosmos, mais ça va le devenir aussi dans les autres chaînes, c'est l'interopérabilité. Il faut que les tokens puissent passer d'un environnement à l'autre. On ne peut pas vivre chacun sur notre île, c'est pas possible. Il va falloir en fait qu'on interagisse les uns avec les autres, c'est ainsi qu'on va pouvoir pousser ensemble nos nouveaux modèles dans cet Internet en plein chamboulement. Euh, alors, ici, clairement, euh, on sait que des tokens peuvent déjà passer d'une chaîne à l'autre, mais on voit dans un écosystème comme Polkadot que faire passer des instructions
d'une chaîne vers une autre, donc c'est-à-dire une chaîne qui donnerait une instruction à une autre directement pour qu'elle passe une action, peut poser des difficultés parce qu'il faut absolument que toutes les chaînes se fassent confiance. Ben là, le gun, à un moment donné, pourrait jouer le rôle de temporisation en gérant finalement des réserves communes à différentes chaînes, de sorte que les opérations se fassent sur la chaîne Gun. Et le Gun garantira qu'elles se fassent. Si la réserve de la chaîne A est sur une partie est sur le Gun, une partie de la réserve, je veux dire, de la chaîne A est sur le Gun, une partie de la réserve de la chaîne B est sur le Gun aussi, et qu'un échange de tokens doit être fait entre les deux réserves, donc j'en brûle dans la A au profit de la B et inversement, ça pourrait se faire via la chaîne Gun, sachant que ce n'est pas une centralisation. Ce sera une chaîne qui sera totalement décentralisée, avec des collecteurs décentralisés aux quatre coins de l'Europe, identifiables, contrôlables, auditables, traçables, une gouvernance on-chain, avec des stakeholders qui pourront toujours dire à un moment, et moi je veux contrôler ce que vous êtes en train de faire. Déjà, ils pourront le contrôler directement en ligne, mais en plus, ils pourront nous demander des comptes. Et donc, on a un rôle à jouer dans cette matière-là. Là où on a clairement un rôle à jouer, et on en a obtenu aussi un grant de la Web3 Foundation, c'est dans la possibilité, parce qu'on en parlait tout à l'heure, d'aider les gens à sécuriser leurs actifs digitaux. Chez Logion, dans notre équipe, on tient énormément à ce que chacun conserve le contrôle de ses actifs, le contrôle de son wallet. On ne fera pas le débat sur les échanges centralisés versus décentralisés. Je pense vraiment que si on veut aboutir à un moment donné à cette euh, prise de participation directe des gens dans ces nouvelles chaînes de valeur, il faut qu'ils aient le contrôle de leurs actifs digitaux. Quand ils ont le contrôle de leurs actifs digitaux, ils en ont la responsabilité. Responsabilité du logging, du mot de passe et de cette phrase magique aussi qui permet de les recouvrer en cas de perte. On est en train de développer, et en fait, on l'a déjà développé, mais on doit encore l'améliorer. Et il a fait l'objet d'un grant de la part de la Web3 Foundation, un processus qui va permettre à un moment donné aux personnes de récupérer le contrôle de leurs actifs digitaux si à un moment donné, ils ont perdu accès à Wallet. Mais ça se fera évidemment moyennant un processus complexe qui va alors faire appel précisément à des vérifications humaines. Parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre à un moment donné de dire, bon, OK, on brûle la wallet et puis on le réattribue à la légère. Là, si, ce serait extrêmement grave. Et si on ne le fait pas via des personnes de confiance, une fois de plus, ça existe aussi sans des personnes de confiance, mais c'est avec des personnes quand même. Et à un moment donné, alors, il faudra choisir des gardiens qui permettent de faire ce recovery. Et donc, ce recovery sera à nouveau certifié. C'est-à-dire que le gun dira, nous avons vérifié, nous avons réattribué les tokens à ce wallet. Là, c'est certifié, l'opération, elle est certifiée, elle est dans la chaîne et ça a été validé parce que ça a été vérifié. C'est très important parce qu'il y a quelque chose que le gun permettra que les autres protocoles ne permettront pas. Si le titulaire du wallet disparaît, seuls ces héritiers qui auraient connaissance éventuellement de l'existence de ces actifs digitaux pourraient euh, accéder, accéder à cette procédure, c'était déclencher, c'est le terme que je cherchais, déclencher cette procédure. Et là, une fois de plus, si vous n'avez pas à un moment donné des humains de confiance qui sont là pour gérer des problématiques telles que celle-là, ça ne fonctionnera pas. Parce que clairement, il faut vérifier si ce sont bien les héritiers, quel était le lien entre le détenteur du wallet et les personnes qui aujourd'hui réclament la possession du token et prouvent quand même évidemment que le détenteur originaire a disparu. Et clairement, en fait, nous, on s'est dit, il faut aller jusque-là. Et grâce à notre réseau, on a la possibilité finalement d'apporter une solution à la problématique jusqu'à cet extrême. Et donc, dans les mois qui viennent, clairement, en fait, Logion va travailler sur ces cils-là où on est véritablement sur la certification et la sécurisation des actifs digitaux sur ces différentes matières. On a encore plein d'autres choses en fait auxquelles on pense, mais il faut, je pense, déjà qu'on démontre clairement ce qu'on est capable de faire et surtout qu'on onboard des utilisateurs dans notre process pour recevoir du feedback, pour faire évoluer nos modèles aussi, c'est extrêmement important. Et puis alors, on fera encore évoluer les différents services de Logion à l'avenir, fort de ces feedbacks et de ces premières expériences extrêmement concrètes. Voilà, je pense que vous voyez à peu près comment on en est arrivé finalement à Logion, quel est l'état d'esprit derrière, mais Elie va mieux vous expliquer et de manière beaucoup plus structurée
ce qu'il en est, qui sont ces officiers légaux, pourquoi, comment ça fonctionne, ce qu'on a fait concrètement, comment ça se décline. Là, vous aurez eu un peu l'avis de l'entrepreneur, le cachet de l'entrepreneur et de la personne finalement chez qui ben, l'idée a germé et surtout pourquoi elle a germé, comment on en est arrivé à ça. Gardez toujours à l'esprit que par rapport à l'audio, le but n'est vraiment pas de remettre un tiers de confiance. C'est pas ça. On veut utiliser des compétences qui nous paraissent utiles, qui nous paraissent pouvoir sécuriser de manière forte des opérations dans un écosystème décentralisé et on veut les utiliser de manière décentralisée, transparente, traçable, avec une gouvernance sur la chaîne. On ne vous le redira jamais assez. Voilà, David, j'espère que c'était assez complet.